Salut Martine. Hey, aujourd'hui, c'est-tu pas une belle journée? Hmm. On parle de quoi? Dans le fond, on va parler des ressources d'hébergement pour femmes. Oui? Donc, la création en quelque sorte des maisons d'hébergement, d'où ça a apparu, comment c'est parti, etc. Ben oui, ça serait une bonne idée. Puis quelques informations supplémentaires pertinentes, dont brièvement un petit peu, pas le fonctionnement, mais peut-être plus les délais perçus par ce type de ressources-là. Puis j'allais ajouter aussi Quelques chiffres? ouais, quelques statistiques là, qui ont été prises, puis que évidemment, comme, euh, comme bonne, euh, comme bonne co-animatrice et très compétente au niveau technologique, ben, tous les liens avec les sources qu'on est allé chercher vont être Oui, sous... absolument. Faut pas oublier que tu sais, c'est tous des liens tu sais, vérifiables puis qu'on a vérifié aussi. Là. Ne vous inquiétez point, notre travail a été fait de ce côté-là. ouais. Donc, fait qu'on débute. Donc, avant les années 70, la violence conjugale, d'abord et avant tout, c'était perçu comme étant un problème d'ordre privé. On s'en mêle pas, il fait même avec ce qu'il veut avec sa femme, puis C'est bon, ça. c'est ça. Puis, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Fait que si t'as tombé sur le pire, ben, endure ton pire. Et puis, il y avait aussi l'expression que je sais pertinemment que j'ai dit dans un épisode quelconque, là, mais l'idée de on lave notre linge sale en famille, fait que tu sais, ça Mhm. appartient pas Ben, aux c'est ça, voisins, à la société, etc. c'était là. pas rendu politique encore. Bon, exactement. Fait que donc, c'était ainsi avant les années 70. Il faut donc attendre, dans le fond, vraiment, vraiment à la fin des années 60 pour que la société commence. Une petite ouverture, là. Une petite craque. C'est ça, là, à mettre là, quelques petites lois en place pour protéger les femmes. Donc, comme on l'a vu aussi dans, je me rappelle pas si c'est le dernier épisode ou l'avant-dernier, mais en voulant dire que les lois sont pas toujours Au rendez-vous. optimales, mais c'était un début de... Oui, mais de dernier épisode, on faisait référence à la manifestation pour le droit de l'avortement libre, dans le fond, qui a eu lieu à Montréal. Puis c'est de là qu'on s'est dit, ben ça fait pas si longtemps Non, qu'on a ce droit-là, donc c'est ça. exact. Donc, voilà. Fait qu'à partir, justement, dans le fond, c'est entre 1970 et 1989 que les premières maisons d'hébergement se Pour créent, là, pour justement, leur nice. apparition, ouais. Donc, on sait tout aussi qu'à travers également le mouvement féministe, bon, la journée des femmes, là, tous les mouvements de femmes, justement, il y a eu beaucoup de ça dans les années 70. Fait que c'est clair que ça a contribué à la création, justement, de soutien, d'aide pour les femmes qui vivaient là, des difficultés, notamment la violence conjugale. Donc, c'est ça. Fait que les maisons d'hébergement ont ouvert leurs portes, si on parle plus particulièrement au Québec, dans les années 70. Donc, les maisons qui ouvrent leurs portes, dans le fond, se structurent autour de quatre principaux, quatre bases principales, pardon, qui sont les notions de gratuité, de confidentialité, d'accessibilité, puis en lien avec le caractère féministe aussi et alternatif de l'approche d'intervention. Fait qu'à travers des campagnes de sensibilisation du regroupement et du gouvernement, la problématique de la violence conjugale est enfin mise sur la place publique. Fait que là, ça devient un problème social, ça devient juste... Politique. Exactement. Mais Pascal, dis-moi, qui est le regroupement? C'est le regroupement des maisons d'hébergement, dans le fond. Oh, Donc, c'est ça. Fait que ils ont été les premières, dans le fond, comme association à être impliquées
dans la création des hébergements au Québec. Les luttes du regroupement sont sensibiliser le gouvernement aux droits et aux besoins des femmes victimes de violences conjugales, accéder à un financement équitable des maisons, développer une gamme de services autres que l'accueil et l'hébergement, c'est-à-dire la prévention, les suivis, les interventions auprès des enfants. Fait que ça a tout été fait en amont à travers les années, puis ça doit se faire encore parce qu'il y a encore énormément de besoins. Demander que le système judiciaire traite les infractions commises en contexte de violence conjugale comme les autres. Donc, pas les minimiser parce que justement, pendant longtemps, c'était de l'ordre du privé. De 1990 à 2009, il y a une reconnaissance et une certaine consolidation. Évidemment que malheureusement, le gros événement de Polytechnique en 1989 a contribué justement à l'avancement de la cause, de ces revendications-là. Malheureusement, ça a pris un drame, comme bien souvent, pour faire avancer les choses. L'histoire est parsemée d'événements marquants comme ça qui ont donné suite à des choses plus positives, mais c'est ça. Donc, fait que ça, c'est ça, justement, ça a créé des avancées. Une enquête de Statistique Canada initiée par le gouvernement fédéral révèle qu'une femme sur 4 est ou a été victime de violences conjugales au cours de sa vie. Dans la foulée, 5 centres de recherche canadiens sur la violence faite aux femmes sont créés, dont le fameux CRIVIF, là, justement, que on nomme souvent à travers nos épisodes. Mais qui s'appelle plus le CRIVIF, là, parce que c'est en lien avec l'université d'Ottawa. Pas du tout. On parle de l'Université Laval à Québec et en fait, on parle du REV. Le REV étant Recherche appliquée et interdisciplinaire sur les violences intimes, familiales et structurelles, qui s'inscrit dans le prolongement du CRIVIF, qui était en fait le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes. Donc, sur le plan de l'institution, dans le fond, du gouvernement, de la société, la violence conjugale est de plus en plus reconnue comme une oppression spécifique à l'égard, justement, des femmes. Si on y va, mettons, davantage de 2010 à aujourd'hui, évidemment, la lutte continue. Donc, les femmes restent les principales victimes de violences conjugales. 78% répertoriés en 2015, là, que c'était des femmes qui étaient victimes dans un contexte de violence conjugale. Et même si le nombre d'infractions enregistrées a triplé en 30 ans, qui est passé de 6 550 en 1987 à 19 400 en 2015, la majorité des incidents ne sont pas rapportés à la police. Fait que des enjeux qu'on parlera éventuellement. Mais pourquoi tout le processus judiciaire et tout ça c'est les sujets justement qu'on a prévus. C'est tous les sujets qui s'en viennent, vous allez être gâtés. Donc voilà, fait qu'il y aurait au-dessus de 70% dans le fond des situations qui ne seraient pas rapportées. Je voulais juste donner quelques petites statistiques, puis après ça, tu pourras poursuivre avec Absolument. Les tiennes et ton bout, là. Donc, plus de 4 personnes sur 10 sont des enfants en maison d'hébergement. OK? La majorité des femmes hébergées se situe entre 25 et 44 ans, même si on sait très bien qu'on peut recevoir des femmes de 16 à 108 ans. Là. Mais bref, la moyenne d'âge se situe là. 7 femmes sur 10 qui viennent en maison d'hébergement ont des responsabilités parentales.
3 femmes sur 10 font partie des minorités visibles. Puis une femme sur 8 a une incapacité quelconque. Donc, que ce soit au niveau de l'audition, de la vision, au niveau intellectuel, peu importe, là, sous différentes formes, là, mais bref. Fait qu'il y a aussi des enjeux de ce type-là là, en maison d'hébergement qui sont des défis supplémentaires au contexte de violence conjugale en tant que tel qui les a menés vers nos ressources. J'aimerais, tu sais, quand même, là, ajouter, tu sais, à tout ça que, tu sais, on parle de maisons d'hébergement puis de violence conjugale, mais quand les femmes viennent en maison d'hébergement, il n'y a pas juste la violence conjugale. Il peut y Non. avoir un temps qu'il y a d'autres problématiques qui sont greffées à leur situation. Ça, on en a, je pense, déjà parlé dans d'autres situations. On sait, on peut parler de consommation, on peut parler de santé mentale, on peut parler de femmes qui sont judiciarisées, hein, qui peuvent avoir des démêlés avec la justice. On peut parler de femmes qui sont en itinérance, que ce soit d'itinérance réelle, Visible, visible, ouais. ou cachée, ou nouvelle. C'est toutes des problématiques. Ça peut être des problématiques par rapport à la santé. Mais ça aussi, on va en reparler dans nos C'est prochains. juste que je veux quand même nommer que c'est pas. Tu sais, la violence conjugale, c'est une chose, mais ce n'est pas vu que n'importe quelle femme peut en être victime, ben, ça fait que ta particularité vient avec, puis des fois, ça te cause aussi des particularités de vivre la violence conjugale. Donc, c'est ce qui était là avant, ce qui est là après et ce que tu vis. Donc, multifactoriel. Exactement. Donc, c'est pas si simple que ça. Non. Je voulais juste le Tout à fait. C'est pas juste on rentre dans une maison, on reçoit de l'aide pour plus être avec la personne, l'agresseur ou l'agresseuse, puis c'est fini, là. Non, c'est pas comme ça, là. Après, il y a plein d'autres choses à travailler, peut-être pour cette personne-là, plein d'autres défis qui vont se présenter. Peut-être pas, mais peut-être aussi. Peut-être, ouais, oui, c'est ça. Je veux dire, on sait pas, c'est pas parfait. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait en sorte que nous, notre travail nous amène à travailler, entre guillemets, de front sur plusieurs plans. Là. Il n'y a pas justement un seul élément là, à tenir en compte. Là. Puis ça fait que dans l'intervention féministe, en partant, il y a la défense de droit qui fait partie des valeurs, qui fait partie de l'essence même du féminisme. Donc, quand on fait la défense de droit, c'est pas juste au niveau de la violence conjugale, c'est par rapport à toutes les autres sphères. Donc, sur toutes les sphères qu'on a pu nommer, que ce soit la santé mentale, que ce soit l'itinérance, que ce soit l'argent qu'une femme peut avoir, l'aide sociale, c'est toutes des luttes qu'on va mener avec les femmes. Ce que je voulais ajouter, justement, c'est que j'ai parlé du regroupement tout à l'heure avec le gouvernement. Dans le fond, ils ont été les pionnières, les premières, là, justement, à contribuer à la mise en place des maisons d'hébergement. Par contre, depuis 1987, je dis la Fédé parce qu'on est habitué de le raccourcir, mais c'est la Fédération des maisons d'hébergement là, pour femmes. Donc, fait que sont apparus justement la Fédé en 1987. Et c'était justement ça à partir de ressources d'hébergement déjà existantes qui étaient désireuses d'obtenir une association pour les représenter dans l'ensemble justement des enjeux sociaux et multiples. Fait que exactement comme tout ce que tu as nommé. La femme sur 8 de tantôt, là, qui avait une incapacité quelconque, en fait partie. C'est ça, là, c'est de ça. Cette, réalité. Fait que c'était aussi un peu de voir ça sous un autre angle. C'est justement parce qu'il peut y avoir différents enjeux, comme je viens de le mentionner. Fait que je ne veux pas me répéter, mais c'est ça. D'où la raison que la fédération a été mise sur pied par la suite pour justement avoir peut-être, je dis bien peut-être, mais une vision davantage globale des conséquences, des situations des femmes qui ont vécu et subi de la violence. Par contre, je tiens à préciser que le regroupement existe toujours.
la fédération aussi. Donc, dans le fond, c'est deux regroupements, un regroupement, une fédération, là, dans le fond, et où certaines maisons est associées. Il n'y a pas de chicane, là, OK? C'est pas genre des bons et Donc, des quand pas c'est le bons, temps de là. mener des luttes, Oui, tout le oui, c'est monde ça, est c'est de front, solidaire, là, puis c'est ouais. pas, je veux pas qu'on pense que, tu sais, c'est juste qu'il y a des visions différentes toujours dans l'intervention, puis il y a des façons de faire différentes, puis c'est absolument normal, c'est humain, Mhm. justement, de s'allier, puis d'évoluer, puis ce qu'ils font, c'est super aussi. Donc, tu sais, que ce soit le regroupement ou la fédération, premièrement, ce que je voulais amener, puis ça ne veut pas dire qu'il y a une maison d'hébergement qu'elle est obligée d'être membre, là. C'est pas ça que ça veut dire. Non. Fait qu'il y en a qui font partie justement de la fédération, du regroupement, puis d'autres qui Qui peuvent sont être totalement autonomes au complet, indépendantes. exactement. Ouais. Ce que ça permet aux maisons, c'est d'avoir dans le fond, un point de ralliement pour dénoncer, parler, partager, pour ramener aussi les informations au gouvernement. C'est comme une voie facilitante et aussi ça donne accès à de la formation puis à de la documentation dans le travail. Donc, Puis c'est une voix aussi, entre guillemets, plus forte pour se faire entendre oui, parce que l'union fait la force, comme on dit, là. Donc, exactement. ouais. Par contre, il y a des maisons d'hébergement qui ne sont pas membres ni du regroupement ni de la fédération et qui sont capables de fonctionner Ouais, et qui se rallient quand même aux causes puis qui se joignent à tout tout. à fait, là, parce Oui, que les oui. luttes puis les objectifs sont les mêmes. C'est juste des fois dans la façon de l'appliquer qu'il peut y avoir Oui, des petites exactement. divergences, là, mais bref. Donc, je voulais apporter ce petit point-là, puis je vais continuer. Oui. Quand on parle de maisons d'hébergement, tu sais, on a déjà fait un Q&A par rapport à c'est comment qu'on fait pour venir tout le kit. Mais par contre, au niveau, mettons, pan-canadien, on va parler de deux types d'hébergement. De maisons d'hébergement, on va parler de court terme puis de moyen long terme. Dans le fond, dans le court terme, on parle de 0 à 3 mois. Et dans le, mettons, moyen long terme, on va parler de 3 mois à 2 ans environ. C'est pas coulé dans le béton, Non. là. C'est possiblement des moyennes qui ont fait parce que c'est à travers le Canada, les réalités sont différentes. La façon d'appliquer une maison ici ne sera pas pareille comme en Ontario, ne sera pas pareil. Tu sais, je veux dire, le service est là, mais comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire que c'est exactement pareil. Donc, le 0 à 3 mois, ça dépend de chaque maison d'hébergement. Il y en a que c'est vraiment, on est vraiment dans ça. Mais quand on parle de court terme, c'est dans d'urgence, là. C'est dans le ici, maintenant, là, la personne a besoin d'être hébergée. Donc, habituellement, c'est sous forme de chambre, seul ou avec Mhm. nos enfants. Tandis que quand on parle de moyen long terme, on va parler d'appartement. Ouais. Donc, de là, on appelle ça ici au Québec des deuxièmes étapes. De là, l'alliance des maisons de deuxième étape. Qui est Et aussi un autre regroupement, oui, c'est exactement, association, mais des justement, pour maisons de soutenir. deuxième Ouais. étape. Donc, je veux dire, ils ne sont pas obligés de faire partie de l'alliance de deuxième étape, Mhm. c'est juste qu'ils sont comme ça. Donc, je voulais juste faire la petite précision parce que, tu sais, il y a des femmes qui peuvent rester 6 mois en maison d'hébergement, puis il y a des deuxièmes étapes que ça peut aller jusqu'à 5 ans. Puis tu fais bien de le dire parce que justement, autant il y a le fait que on l'avait dit dans le passé, du fait que les maisons d'hébergement sont autonomes et indépendantes chacune. Fait qu'ils prennent leurs propres Oui, décisions au niveau de l'autogestion. Fait que le délai d'hébergement, tu sais, peut être indépendant et différent d'un endroit à l'autre. Puis évidemment, il y a le facteur ben, de ce qu'on a vécu aussi. ben, c'est ce que je m'en allais dire, tu sais, au niveau de la pandémie, ça a eu un impact sur le logement. Tout le monde le sait en ce moment. On était déjà en pénurie de logement avant, là. Il y avait déjà une problématique, mais là, en ce moment, on le voit, c'est partout, c'est dans toutes les provinces, c'est partout dans le monde même que ça va pas super bien au niveau des logements. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'hébergement court terme, c'est plus difficile. Parce que les femmes, elles doivent partir à quelque part, là. Donc, il faut qu'elle se trouve un logement, il faut qu'elle se relocalise. Donc, vous pourrez vous douter qu'au niveau financier, ben, moins tu as d'argent, puis plus c'est difficile. On va le Ouais, dire comme puis ça, il là. manque de logements Mais oui, il subventionnés en manque aussi, puis de en tout cas, ouais. façon incroyable. Donc, ça, c'était mon petit bout que je voulais faire par rapport à ça. J'aimerais quand même nommer que il y a 78% au Canada des maisons, des établissements d'hébergement en violence conjugale qui sont des
première étape, dans le fond, qui est des courts termes, versus 22% qui est du deuxième étape, du long terme. Quand on parle de deuxième étape, du plus long terme en logement, là, ça va être des personnes qui ont un besoin accru de sécurité par rapport à leur situation. Ou qui ont des enjeux plus... Des enjeux plus importants, des fois, ça peut être au niveau des suivis. Tu as besoin de travailler, puis tu as besoin d'un suivi, puis ça permet d'avoir un suivi parce que les deuxièmes étapes, c'est des logements, mais il y a quand même des intervenantes sur place. Donc, on a un suivi, soutien. un soutien qui est là, de reprise de pouvoir, de retravailler. Peut-être c'est ça l'objectif à l'école. En tout cas, il y a plein de possibilités. Donc, tu sais, ça a un angle un peu différent. Puis chaque maison, encore là, a l'opportunité de travailler son deuxième étape de la façon dont il pense que c'est le mieux pour la population qu'elle dessert. OK? Parce que il n'y en a pas partout. Là. Je vais justement vous faire un petit portrait. Je ne vais pas vous dire partout au Canada, mais je vais faire des petits parallèles. Si on regarde, mettons, au Québec, des maisons d'hébergement à première étape, le court terme, il y en a 77. En Ontario, il y en a 79. On est les deux provinces où il y en a le plus. Après ça, là, en troisième position, on a la Colombie-Britannique avec 47. OK, il y a quand même un écart L'Alberta, important. 27. Saskatchewan, 12. OK? Puis, je veux dire, c'est ça. Fait qu'on en a quand même beaucoup. C'est sûr que les territoires peuvent être différents. Là, si on parle de la Saskatchewan, de l'Alberta, le territoire... Il y en a combien? Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on débute l'enregistrement, au niveau de l'île du Prince-Édouard. Il y en a une. Par contre, ils ont 2 maisons deuxième étape. OK. Donc, tu sais, ils travaillent possiblement les choses de façon différente. Ouais. C'est sûr que c'est un plus petit territoire en superficie puis en population, mais par contre, pareil, je veux dire, au niveau de la sécurité, s'il y a juste une maison, ça peut être difficile de se cacher. On peut quand même imaginer peut-être que certaines femmes vont s'en aller dans une autre province, se cacher, vu qu'elles sont. Il y a quand même aussi, ouais. Plus à proximité. Là, si, mettons, on veut vraiment s'en aller loin, là, c'est possible. Mais si on regarde, mettons, pour les deuxièmes étapes, on a mis tantôt que c'est complexe, là, ben, il y en a seulement 17 au Québec, deuxième étape. Ça veut pas dire 17 endroits, ça veut dire 17 où est-ce qu'il y a plusieurs logements. Mais si on regarde, par exemple, si on nomme, mettons, la Nodière, il y en a juste un dans toute la Nodière. La majorité sont centralisées à Montréal. Laval. Puis sinon, il y en a un peu en périphérie. Ouais. Mais il y en a, plus on s'éloigne du centre, puis moins il y en a. Donc, c'est sûr qu'il va falloir travailler sur cet aspect-là dans les prochaines années. Mais quand même, en Ontario, il y en a 24. Donc, puis une bonne nouvelle aussi, parce que nous, on est davantage dans le secteur de la Nadière, mais si ça n'a pas vu le jour encore, c'est bientôt, prochainement, il va y en avoir une deuxième. Oui, une deuxième étape dans la Nadière. Oui, absolument. Là, très bientôt. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont s'en venir, mais il y a un besoin ici là, par rapport à ça. Donc, si on regarde, c'est pas toutes les femmes qui viennent en maison d'hébergement qui ont une place en deuxième étape. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient toutes besoin d'une place, mais des fois, oui. Ouais. C'est ça. Donc, puis il y a certaines qui sont mixtes aussi, qui font les deux, soit sous le même toit, dans la même bâtisse, qui peuvent avoir et les logements et de l'hébergement à court terme, ou dans 2 bâtiments différents, mais que le bâtiment porte, dans le fond, est géré par le même organisme communautaire. Comme nous, par exemple, le regard en est. Exactement, comme nous. Donc, au Québec, c'est 7 qui font du mixte. OK. Donc, on n'est pas... pour un total de 101 au Québec. Si on regarde les chiffres, c'est pas tant que ça. Donc, quand on dit qu'on déborde, puis que pendant la pandémie, on ne savait plus quoi faire, ben c'est encore vrai. On déborde encore, par moment. Puis quand il y a des périodes d'accalmie, ça ne dure pas longtemps que c'est déjà plein. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Puis effectivement, malheureusement, on doit souvent refuser justement des femmes par faute de place. Là. Évidemment qu'on s'assure de les référer justement pour qu'ils
aux bonnes ressources, là, pour pas Mais, qu'ils se retrouvent à pas avoir de solution, là. Mais bref, c'est un enjeu important. mais sans, tu sais, je veux dire, sans être, mettons, alarmante, là, parce que c'est pas mon objectif, ben, tu sais, je pense que je vous ai déjà expliqué dans un épisode précédent comment fonctionnait SOS, là, dans le fond, qui comme dispatch aux maisons d'hébergement. Là. Il y a un intervenant qui répond oui, là, genre la crise, la personne si elle est en crise ou comment elle va, puis tout. Puis après ça, si c'est une écoute ou un besoin d'hébergement, elle va transférer la femme va directement à la maison d'hébergement. Puis ça arrive des fois que même SOS n'a pas de place. Puis que SOS rappelle certaines maisons d'hébergement qui connaissent qui ont. Parce que dans le fond, chaque maison d'hébergement a un nombre de places, mais il y a un nombre de lits aussi. Ça ne veut pas dire que ça concorde nécessairement. Puis des fois, qu'ils vont rappeler pour que certaines maisons fassent de la place. Pour voir, parce que c'est. Et c'est ça. Et certaines fois, il y a des femmes qui vont être placées même à l'hôtel, selon certains programmes de gouvernement dans certaines régions là, où est-ce que Ouais, ça déborde. pour la mettre en sécurité oui. Temporairement, là, le temps qu'on puisse l'accueillir le plus rapidement. Beaucoup d'argent. Donc, il doit y avoir une maison d'hébergement qui se porte garante de la femme par rapport à tout ça, là, le suivi et tout. Donc, c'est pas super facile à faire. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'en gros, on a vu justement un peu l'historique, un bref fonctionnement avec des nuances, évidemment, puis quelques statistiques qu'on a sorties là, sur le sujet. Donc, la semaine prochaine, on n'est pas trop décidé encore du sujet. Oui, on était décidé. Ah ouais! Écoute, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, on parle de coercition reproductive. OK. Donc, gros sujet. Un gros sujet. Ouais. Donc, c'est pour faire suite. On aime ça, les suites. Nous aussi, toujours. Donc, vous allez avoir une belle saison remplie. Oui, puis en même temps, ben c'est ça, on a aussi. Plus ça va, plus c'est de plus en plus facile, pardon, de recevoir aussi des invités. Fait que jusqu'à maintenant, on maintient notre défi là, d'avoir environ une invitée à chaque mois. Là, fait que, approximativement. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir. On nous suit où? Bien, comme d'habitude, Facebook, TikTok, Instagram, on est là. Venez nous jaser. On n'est pas parfaite, on ne répond pas instantanément parce que, on n'a pas une grande équipe derrière non, nous. Là, on fait pas de la TV. Là, fait que, bref. Mais on va répondre dans la mesure du possible et tout ça. Puis sinon, ben c'est sûr que pour nous écouter, c'est YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Sprout. Donc, n'importe quelle plateforme que vous aimez, là, allez la chercher. Puis si jamais on n'est pas sur votre plateforme préférée, ben envoyez-nous un petit message. Puis, ben, on va voir ce qu'on est capable de faire pour qu'on soit disponible sur votre plateforme. Ça va nous faire plaisir de faire cet effort. Donc les samedis midi, ça sort sur YouTube. Exactement. Puis dans les 24 heures qui suivent, là, sous les différentes souvent, c'est plateformes. Instantané, là, souvent parce que c'est programmé d'avance quand même. Là, vous le savez peut-être pas, mais oui. Actuellement, ça l'est, mais des fois, il y a certaines plateformes que le délai est un peu plus long. C'est pour ça qu'on dit maximum 24 heures après la sortie sur YouTube, c'est disponible. Parfait. Donc, ne paniquez pas. Si vous arrivez à 13h et c'est pas disponible, ça va l'être sous peu. Parfait. Fait qu'un gros merci encore une fois. Bien, merci à toi. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye.